On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Politique municipale aujourd'hui pour l'émission. Dans quelques instants, on reçoit la conseillère Marilyn Charbonneau, qui est nouvellement élue depuis l'automne dernier. Et principalement, elle veut nous entretenir de l'avenir des terrains de golf, de la consultation citoyenne. C'est un enjeu très important du présent mandat. Mais d'abord, on ne l'avait pas revu depuis l'élection de l'automne dernier. C'est la doyenne du Conseil, Christiane Marcoux, qui nous parle des principaux enjeux dans l'Acadie et le nord de Saint-Luc. Depuis l'élection municipale de l'automne dernier, on a reçu ici à tour de rôle différents conseillers municipaux qui ont été élus ou réélus. Et dans son cas, à elle, c'est une réélection au pluriel. C'est Christiane Marcoux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. On en est à combien de mandats? Oh mon Dieu. Vous avez arrêté de les compter, là? J'ai arrêté de les compter parce que ça n'a pas tout été des mandats de 4 ans. J'en ai eu 2 ans quand la fusion est arrivée, mais j'ai fait des élections en 91. En 95, en 98, en 2002, en 2005, en 2009, en 2013, en 2017. Ça fait 8 mandats. Et là, on additionne, dans le fond, l'époque de l'Acadie et oui, l'époque de la ville fusionnée. Oui. Donc, vous êtes la doyenne? Oui. Oui. En politique, oui. Et quand on est la doyenne, est-ce qu'on est plus sage que la moyenne du groupe? Non, pas nécessairement, là. Peut-être, non, pas surtout plus sage. Dans un conseil où il y a de la division, nouveau maire, mais un maire minoritaire, qui a déjà été conseiller même dans votre équipe à l'époque. Bref, l'historique est là. Est-ce que vous usez de votre sagesse pour tenter de ramener un peu d'ordre et moins d'animosité, comme on a vu là, dans ces dernières semaines? Je te dirais que oui. J'ai essayé une fois ou deux. Des fois, de tempérer les choses. Mon expérience, des fois, me sert. Mais c'est pas tout. Dans le moment, là, on ne vit pas une bonne période. Là. C'est vraiment pas facile. J'en ai connu des mandats, là, comme je t'ai dit. Je suis rendue à mon 8e. Je n'ai pas toujours été au pouvoir. J'ai été quelques fois dans l'opposition. Mais là, c'est très particulier. C'est particulier, c'est pas agréable. On sort de là, on est épuisé parce qu'il faut travailler très fort pour faire passer nos dossiers. Puis ce qui est le pire pour moi, c'est que c'est pas constructif, là. On n'avance pas, là, du tout. Pourtant, là, lundi dernier, il y a eu quand même un revirement de situation avec la fameuse résolution qui vient encadrer la consultation pour les terrains de golf. Vous en êtes arrivé finalement à un consensus, donc une résolution unanime. Donc, c'est possible. Oui, c'est possible, mais c'est parce que des fois, ça prend 2-3 réunions pour y arriver, là. Vous savez, la première réunion, la première résolution de toutes qui est arrivée, qui parlait de consultation pour l'aéroport, les golfs et tout, là, ça, c'est arrivé comme ça, là, sur la table, là. Fait que c'est un petit peu ça que je déplore, qu'on ne travaille pas ensemble. C'est comme on nous a divisés en commençant. L'équipe Fecto, les indépendants, puis l'équipe La Plante. Fait que ça, je déplore ça. C'est pas ma façon de travailler. Disons que si je serais assise dans la première chaise, là, ça ferait un petit bout de temps que je me serais assise, là, j'aurais fait sortir les fonctionnaires, là, puis on aurait jasé entre nous autres, là. Parce qu'à un moment donné, là, tu sais, je veux dire, on a 4 ans à faire ensemble. Il faut faire avancer les choses. Là. Il y a des beaux projets qui s'en viennent. Là. Et 4 ans, ça peut être long. Et 4 ans, ça peut être long. Puis si tu n'avances pas, bien, dans le fond, tu recules, parce que les autres villes autour, ils vont avancer, eux autres. Quelles sont, pour vous, les priorités dans ce mandat pour votre secteur l'Acadie, la portion nord également de Saint-Luc? Il y a eu quand même des choses qui se sont faites ces dernières années. Bon, l'église de l'Acadie, il y a d'autres, le parc Rémiard, évidemment, qui est un gros morceau. Mais là, le principal enjeu, c'est quoi? C'est le champ de tir? Oui, il y a le dossier du champ de tir. Qui n'est pas réglé. Bien, qui n'est pas réglé, mais l'entente est signée. La ville, amenée jusqu'à date, respecte l'entente. On a fait notre 2e versement là, en 2018. Pour nous, on continue d'avancer dans ce dossier-là. On espère que l'entente va être respectée. En tout cas, nous, de notre côté, on le fait. On a le dossier de l'Aqueduc sur la rue de l'Aude, des Tilleuls, de la Citière et du Gars. Actuellement, on est en train de faire plans et devis. On devrait aller en appel d'offres tôt ce printemps. Nous, on vise de faire les travaux cet automne. Les gens devraient avoir l'aqueduc cet automne. On se rappelle que quand on a parti ce dossier-là, on avait mis les 2 côtés du boulevard Saint-Luc. On avait mis également l'avenue des Pins et tous les rues qui se branchent après l'avenue des Pins. Et les citoyens nous étaient arrivés avec une pétition nous demandant un référendum.
Fait qu'à ce moment-là, pour ne pas retarder le dossier de la rue de l'Hâte et des Tilleuls, parce que les gens, il y en a qui n'ont vraiment besoin dans ce secteur-là, l'eau est salée. Les gens attendaient après depuis quelques années. Ils étaient même déçus, rappelez-vous, ils n'ont fait mention, quand on a monté sur le boulevard Saint-Luc, de ne pas les avoir approchés tout de suite. Fait qu'on les avait retirés du dossier, le côté de l'avenue des Pins. Mais là, on en a discuté au conseil, là, une semaine ou deux. Puis avec l'accord du conseil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une soirée d'information. Parce qu'on ne fera pas un référendum à l'étape des études, là, on ne fait jamais ça. Mais on va faire une soirée d'information pour vraiment expliquer le projet aux gens. Puis on va pouvoir leur donner des idées de comment ça a coûté pour les études de l'autre côté. Ça va être similaire. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de désinformation. Quand j'ai fait mon porte-à-porte là, à l'automne 2017, là, il y a eu beaucoup de désinformation. Les gens se sont fait dire, bien écoutez, si vous signez pour ça, si vous voulez les laisser faire, vous allez être obligé de payer 16 ou 18 du coût de l'aqueduc qui a monté à Rémillard, là, à Park-Bridge. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qui étaient fausses, là. Puis on a des pétitions qui ont rentré aussi. On a eu une pétition des gens de la rue des 30 qui est rentrée tout de suite après qu'on les a retirés du projet. Ils ont signé une pétition très, très majoritaire pour dire, nous, là, on en veut. Et quand on a regardé la pétition qu'ils nous ont signée, il n'y a seulement qu'une rue, que sur le nombre de rues, il y avait plus que la moitié des gens qui avaient signé. Les autres, c'était toutes minoritaires. Fait que, en tout cas, on va au moins expliquer le dossier. On va leur donner une lettre quand ils vont quitter, puis c'est eux qui vont décider. Donc, des enjeux importants en termes d'infrastructure, visiblement. Oui. Les rues en gravier, avez-vous ça, vous, dans l'Acadie? Ah, mon Dieu, oui, dans l'Acadie. Une puis l'autre. Puis dans le quartier, dans le coin de Saint-Luc que j'ai hérité, là, on en a fait une l'année passée, la rue de Rouville, qui était, qu'on entendait parler depuis quelque temps, est faite maintenant. J'en ai une qui va se faire très tôt ce printemps, la rue Gentilly. Les gens nous l'ont demandé, on leur a donné les coûts et ça va se faire. Moi, ce que j'aimerais que la Ville fasse, puis je vais revenir avec ça parce que j'en avais déjà parlé, on les a classés en trois, nos rues, hein, les secteurs ruraux, où ce que c'est que tu as beaucoup de monde agricole, là. Après ça, dans la plaine inondable, puis après ça, les rues en gravier dans le périurbain, autrement dit, là, où ce que c'est que c'est développé de chaque côté. Moi, j'aimerais que la Ville les convoque, ces gens-là, pour leur expliquer la politique. Les gens ont comme l'impression que la Ville ne paie pas quand on fait de l'asphaltage. Faut regarder ça comme il faut, là, parce que la rue de Rouville, pour donner une idée, c'est une rue qui a à peu près 1 kilomètre de long. C'était évalué, je dis bien, là, pas les travaux finis, là, évalué à 1 million, puis la Ville mettait 700 000 $ sur la table, sur 1 million. Fait que c'est beaucoup de sous. Ça a coûté cher. Là. Il y a des gens qui ont eu des factures de 27 28 000 là, parce que les terrains en façade sont immenses. Là. Mais c'est ça. J'aimerais ça qu'on explique ça à la population, la politique de la Ville, pour qu'ils vraiment ils comprennent là, comme il faut. Bon. Je reviens au chantier, parce que là, même s'il y a eu une entente et tout ça, là, l'été qui vient, les citoyens qui habitent pas loin, ils vont encore entendre des détonations. Là. Oui. Oui. Ça ne changera pas cet été. Là. Ah non, ça a déjà commencé à téléphoner chez moi. Là. C'est pas drôle. Là. Il y a des fins de semaine là, qu'on entend ça. Là. Il y a beaucoup d'activités. Et là, il n'y a rien à faire pour cet été? Bien, pour cet été, non. On va suivre notre règlement. On va appliquer notre règlement. Là, je sais qu'ils ont été... tu sais, ça bouge un petit peu, puis c'est pas facile à suivre le dossier. Ils avaient été condamnés par le ministère de l'Environnement à une amende. Ils ont contesté. Dans le même temps, le gouvernement est en train de modifier la loi sur la qualité de l'environnement. Puis dans ça, il enlève les champs de tir en disant que ce qui se passe là, c'est négligeable. Bien, ça ne tient pas la route, là, tout ça. C'est pour ça qu'on va envoyer un mémoire au gouvernement pour donner notre opinion sur le règlement qui veut passer là, pour modifier la loi sur la qualité de l'environnement. Mais non, cet été, on est dans l'année il reste encore 2 étés certains, 2018, 2019. C'est censé être en 2020 que ça devrait fermer. Pour devenir un chantier intérieur? Il a le choix, soit faire un chantier intérieur... ou fermer. Ou le fermer. OK, mais il reste encore 2 étés à venir. Là, oui, visiblement. Il reste encore 2 étés qui ne sont certainement pas... Notre règlement, on l'a resserré un peu quand on a fait le dernier, là, pour demander d'avoir un petit peu... Là, on a les tournois qui appellent. Là, ça, c'est toujours plus difficile à vivre, là. Ces fins de semaine-là. Il y a des gens qui quittent, là, ils s'en vont. Mais
oui, effectivement, ça va être encore assez difficile à vivre cet Donc, été. mis à part le champ de tir et des problèmes d'infrastructure ou de nouvelles infrastructures à construire ou des rues en gravier, est-ce qu'il y a d'autres enjeux particuliers que vous tentez, que vous souhaitez régler à l'Acadie dans le mandat actuel? Dans le mandat actuel, j'aurais... bien là, on a un beau jardin communautaire, un jardin collectif, là, qui va arriver là, bientôt, où ce qui était l'ancien terrain de pétanque là, dans le parc Jacques et Marie. J'aimerais bien. Ils sont en train de reviser à la ville les parcs et les infrastructures sportives. Je veux discuter avec le conseil pour avoir au moins un jeu d'eau dans le secteur 7. Je sais qu'on ne peut pas en avoir. On pourrait le mettre à quel endroit? Bien, au parc Jacques et Marie, au cœur du village, parce que c'est là qu'ils font l'été les terrains de jeu, là, les enfants. Ça, c'est pas loin de la garderie des Poussineaux, ça? Exact. C'est ça. C'est pas loin de la garderie. La directrice de la garderie m'en a parlé souvent. Et l'été passé, il y avait 60 enfants d'inscrits. Vous savez que l'été qu'on a connu, la chaleur et tout, là, oui, c'est correct, de temps à autre, ils font des sorties en autobus là, pour aller se baigner, mais ça serait peut-être agréable d'avoir un jour d'eau. De toute façon, au cœur du village, il y en a de l'eau. C'est pas difficile. On ne pourrait pas en mettre partout dans l'Acadie. Mais dans le premier plan, j'en avais aucun dans le secteur 7. Fait que j'aimerais bien qu'on revise puis qu'on regarde pour en mettre un au cœur du village. Est-ce que vous pensez que le calme de la réunion de lundi va se répliquer pour les semaines à venir? J'espère. J'espère, parce que, comme je vous ai dit, c'est pas facile puis c'est pas agréable. Je l'espère. J'espère que M. le maire va montrer un petit peu plus de leadership puis va essayer un petit peu de nous rassembler au lieu de nous cataloguer l'équipe Fecto, l'équipe Laplante, les indépendants. Tu sais, je veux dire, normalement, là, après les élections, là, c'est fini, ça. Tu sais, je veux dire, l'équipe existe toujours, oui, mais quand tu es assis autour de la table, là, on est là pour travailler ensemble, là, pour travailler pour les citoyens. Fait qu'on ne devrait plus entendre ça. Madame Marcoux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Restez avec nous, on parle toujours de politique municipale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sylvain. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Parlons politique municipale, parlons de consultation citoyenne, parlons entre autres de l'avenir des terrains de golf, parce que c'est l'enjeu de l'heure à Saint-Jean-sur-Richelieu et probablement encore de la prochaine année. Avec nous pour en discuter, elle est conseillère dans le district numéro 12, Colibri 80 Île-Sainte-Thérèse, Marilyn Charbonneau. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. On fait quoi avec les terrains de golf? Qu'est-ce qu'on fait avec les terrains de golf? Bien, premièrement, ce qu'il faut se poser, le débat tourne beaucoup où les terrains de golf ne sont pas rentables. Qu'est-ce qu'on fait avec les terrains de golf? Moi, je pense qu'il faut poser la question inverse, parce que je ne pense pas que ce soit la préoccupation de la ville de savoir si c'est rentable ou pas rentable. Maintenant, ce qu'on nous dit, c'est que les gens veulent faire du développement sur ces terrains-là. Du moment que la question se pose puis qu'il y a des projets, mais qu'est-ce qu'on fait? Bien là, c'est tous ensemble, collectivement, qu'on doit décider de l'avenir de ce terrain de golf-là, mais aussi du développement de ce secteur-là. Puis c'est pas à l'égard des promoteurs, c'est pas à l'égard juste de l'environnement, c'est d'être capable de considérer
tous les aspects de ce terrain-là et de ce secteur-là pour arriver à la meilleure décision, la plus porteuse pour le conseil, pour les citoyens. C'est sûr que c'est quand même des espaces verts, puis on n'en a pas trop à Saint-Jean-sur-Richelieu, des espaces verts, on le sait, on a à peu près 6 d'espaces verts. On a des plans, justement, pour reboiser. Alors là, ça serait quand même assez contradictoire de dire, bon, bien, on développe tout ça sans égard à la qualité de vie de nos citoyens, mais aussi à ce couvert boisé-là ou espace naturel. Là. C'est sûr, moi, si je me mets dans la position d'un citoyen qui habite, disons, les Légendes, quand il a acheté sa maison, il savait très bien qu'à l'arrière, il y aurait toujours un terrain de golf. Bien, effectivement, oui. Et on présume que la valeur de la propriété est aussi en fonction du fait qu'il n'y a pas de voisinage à l'arrière. C'est sûr que si on change les règles du jeu, je me mets toujours dans la position du citoyen, je me dis, là, ça ne marche pas, là. Moi, j'ai acheté ma maison parce qu'il n'y avait rien en arrière. Là, si vous mettez d'autres maisons, ça change le portrait. Par contre, à l'opposé, je me dis, bon, on a un terrain. Certains disent, ouais, mais ils sont contaminés. Il faut quand même les décontaminer. Il y a eu des engrais parce que c'est des terrains de golf. Bon. Il y a des bouts qui sont des milieux humides qu'on ne pourra jamais développer de toute façon. Et là, on se met dans la position des promoteurs qui disent, bon, là, on a un terrain de golf qui, visiblement, n'est plus opérable. On fait quoi avec ce terrain-là? Est-ce qu'on peut le rentabiliser autrement? Et à l'opposé, il y a l'école de pensée qui dit, oui, mais les villes ont besoin de revenus. Donc, il faut augmenter les revenus de la ville. Donc, ça passe par des nouveaux bâtiments, par des nouvelles taxes. Comment on peut développer intelligemment? Comment on peut développer tout en ayant une forme d'acceptabilité sociale, si on veut? Mais tu sais, on peut le voir, je pense qu'il y a eu un reportage hier là, à Radio-Canada. On le voit déjà que des gens ont certaines habitudes dans ce secteur-là, le ski de fond, etc. Ça fait quand même partie du quotidien des gens, puis il n'y a pas nécessairement ailleurs où ce qu'on peut le faire. Personnellement, moi, quand je regarde ce terrain-là, je me dis, oui, il y a de l'habitation, mais il y a aussi des activités récréotouristiques qui peuvent amener de la population vers chez nous, amener des gens dans nos commerces, amener des gens à consommer ici. On a aussi, c'est un service qu'on offre à notre population. On parle de main-d'œuvre. La main-d'œuvre, tout le monde va se l'arracher. Demain, si notre ville, elle n'a pas tous les attraits pour avoir une belle qualité de vie puis offrir des services de qualité à nos citoyens, mais les gens, là, ils vont aller à Longueuil où est-ce qu'il y a un parc nature que tu peux faire ton sport. Ils vont aller même à Brossard, à Saint-Bruno. Ils vont aller chercher cette qualité de vie-là. Alors maintenant, pour développer intelligemment, si je reviens à la question, il y a, oui, l'habitation qu'il faut certainement, peut-être dans certaines parties, tout dépendant de ce qui va sortir de la consultation publique, le réfléchir en fonction des gens qui sont déjà présents. Est-ce que c'est la place pour faire de la densité? Est-ce que c'est l'endroit pour faire de l'unifamilial? Est-ce qu'on veut plus développer du récréo-touristique? Est-ce qu'on veut faire un amalgame de tout ça puis penser justement à relier ça avec la bande du canal parce qu'on parle d'une passerelle aussi? Ou est-ce qu'on va pouvoir le relier avec le district 12? Ou est-ce qu'on parle également d'un parc nature, d'un pôle récréo-sportif? Éducation également, où est-ce qu'on a déjà des écoles qui sont présentes là. Fait que c'est tout ça, quand on veut développer intelligemment, qu'il faut réfléchir maintenant. Bon, on dit effectivement que en fait, la Montérégie vit une situation de plein emploi, 4,6 de taux de chômage. Là. Ouais. Les entreprises, hein, on passe devant les entreprises, on regarde les journaux, on écoute la radio, les gens disent « Ouais, telle entreprise a besoin, 30 postes d'ouverts ici, etc., etc. » Donc, visiblement, il y a besoin de main-d'œuvre. Oui. Est-ce qu'effectivement, ce qui n'est pas logique de penser qu'une ville comme Saint-Jean pourrait et devrait accroître son nombre de population dans l'objectif de combler ses besoins de main-d'œuvre et d'avoir des gens qui habitent à Saint-Jean et qui travaillent à Saint-Jean et qui n'ont peut-être pas nécessairement la nécessité de se transporter à Montréal pour aller chercher du travail? Est-ce que ça, c'est pas logique de penser d'augmenter la population pour combler les besoins de main-d'œuvre et d'avoir des gens qui habitent et travaillent ici? Oui, absolument. C'est logique de penser ça. Puis en fait, est-ce que ce coin-là est le meilleur endroit pour favoriser l'emploi à Saint-Jean-sur-Richelieu? On est en abord de la 35. On le sait, dans ce secteur-là, dans le district 12, c'est la même chose. Les gens qui vont s'installer là, c'est souvent les gens qui prennent le transport en commun puis qui vont travailler à Montréal. Par exemple, on a un centre-ville, on a des artères principales, séminaires, etc., où est-ce que c'est connecté même avec le transport en commun plus directement avec les entreprises. Pourquoi ne pas penser faire un plan plutôt de redéveloppement, faire plus de densité, rendre notre centre-ville plus attractif, amener des emplois aussi dans le centre-ville pour des gens qui vont à Montréal travailler. Si on avait des entreprises, entre autres, qui s'installeraient ici avec des emplois des fois plus qualifiés, bien, peut-être que les gens resteraient à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Puis il y a d'autres sortes. On a une panoplie de main-d'œuvre qui est recherchée, de tout accabler. Il faut réfléchir en fonction de ça, puis avec qu'est-ce qui existe maintenant, parce que ce qu'on enlève ou ce qu'on va développer, puis qu'on enlève finalement en espace boisé, ça ne reviendra pas demain. Les emplois se déplacent. Quand on nous dit, de l'autre côté, ouais, bon, ben, on va préserver les espaces verts, puis bon, la Ville a juste à acheter les terrains de golf. Mais le contre-argument, c'est de dire, est-ce qu'on a le moyen d'acheter ces terrains-là? Est-ce que nous, comme Ville, est-ce que collectivement, est-ce qu'on veut s'endetter ou payer plus de taxes pour acheter ces terrains-là? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais c'est comme la façon facile de protéger des espaces verts, c'est-à-dire on va les acheter. Ouais. Mais en ce moment, le zonage nous permet de laisser ça comme ça puis de ne pas l'acheter. Fait que si on veut protéger des espaces verts, dans le cadre de cette consultation-là, on va être capable de voir c'est quoi le meilleur zonage, comment on va l'affecter, puis comment on va être capable de préserver collectivement des espaces verts sans nécessairement en faire l'acquisition. Mais donc, l'enjeu est plus large que les golfs. C'est plus un enjeu de développement, de protection des espaces verts, de densification. Bien. Donc, l'enjeu, là, on parle de l'avenir des terrains de golf parce que le focus est là-dessus, mais quand on écoute vos réponses, l'enjeu est plus large que ça. Bien, c'est sûr que là, en ce moment, ce sont des enjeux qui touchent l'ensemble du territoire, puis qui touchent aussi particulièrement ces terrains-là présentement, parce que c'est cet espace-là dont on discute. Mais on pourrait certainement transposer ça ailleurs dans la ville. La question générale, c'est comment on veut développer notre ville. La vision, c'est quoi la vision? Comment on veut préserver les espaces verts. Au final, c'est ça. Bien, ultimement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de ça. Puis je pense que c'est maintenant qu'il faut y penser. Puis ça va être un excellent exercice, justement, pour développer cette vision-là, puis probablement pouvoir appliquer ça à d'autres secteurs. Bon. Là, vous faites partie du nouveau comité de relations avec les citoyens. Oui. Là, en même temps, la nouvelle résolution qui a fait l'unanimité au Conseil lundi pour la mise sur pied, donc, d'un encadrement pour consulter les citoyens, parce que, ultimement, pour avoir même reçu un des citoyens des légendes, Daniel Tremblay, pas le nommer, qui nous dit la chose suivante. Il dit, moi, je ne suis pas contre le développement, mais je veux être sûr qu'on me consulte pour le vrai. Absolument. Et dans le fond, c'est ça. Il dit, je ne suis pas contre le développement. Si on nous propose quelque chose qui a de l'allure, oui, le fardeau repose sur les épaules des promoteurs. C'est à eux de nous convaincre que c'est une bonne affaire, mais qu'on nous consulte pour le vrai. Dans le fond, c'est ça qui revenait beaucoup dans l'entrevue avec M. Tremblay, parce que la crainte, c'est de dire, est-ce qu'on va faire une consultation quand ce ne sera pas vraiment une, parce que les affaires sont déjà un peu décidées à l'avance. Je pense que c'était ça la crainte de certains citoyens. Oui, puis en fait, clairement, le but de cette démarche-là, c'est de faire le contraire de ce qui a toujours été fait, hein, parce qu'on le sait que des fois, on consulte pour informer. Mais là, ce qu'on veut faire, puisque le Conseil est unanime, c'est justement de ne pas juste informer, c'est de prendre le pouls de la population, de présenter aux promoteurs aussi ce que les citoyens veulent, d'arriver avec des propositions, puis de discuter de ces propositions-là, puis éventuellement prendre un choix. Puis on le sait, de toute façon, la nouvelle loi 122 nous dit, bon, vous pouvez soit adopter une politique de consultation publique ou garder vos référendums. Nous, dans ce cas-ci, on va préserver les deux. Alors, je trouve que ça apporte aussi dans la volonté d'avoir une vraie adhésion des citoyens. Cette volonté-là, bien, marque ça pour la consultation publique. Bon. Évidemment, depuis l'élection, l'ambiance est parfois plus acrimonieuse. Vous êtes nouvelle parce que vous êtes nouvellement élu depuis novembre avec votre collègue Gendron et le maire lui-même, qui avait déjà une expérience de conseiller. Comment trouvez-vous ce début de mandat qui parfois est un peu houleux? Quoique lundi dernier, on dirait que l'harmonie était de retour. Ben oui, écoute, on a perdu notre latin presque. Mais personnellement, puis on l'a vu entre autres avec le dossier des golfs, ce que je trouve dommage, c'est que parfois on a de l'entêtement. On va aller... Puis c'est pas un entêtement pour les bonnes raisons, c'est pas un entêtement pour les citoyens. Comme dans la résolution sur les golfs, on s'est entêté parce qu'on voulait on voulait avoir le dessus sur cette résolution-là. On voulait garder les vieilles habitudes aussi, hein, parce que là, on parlait des promoteurs et tout ça, puis on voulait encadrer ça, on parlait déjà d'outils d'urbanistique. Alors que là, on voulait juste plus d'ouverture, on a tendu la main, puis on a dû faire ce débat-là qui s'est
étendue sur 3 conseils municipaux. Bien, c'est sûr que pour moi qui viens d'arriver, des fois, je trouve ça décourageant parce que je me suis engagée en politique justement pour répondre à mes citoyens, pour être sûre de représenter leurs intérêts. Puis je pense que quand qu'on subit ou qu'on fait cette mascarade-là pendant 3 conseils municipaux, bien, il n'y a personne qui est gagnant, ni les conseillers, ni la population. Puis ça l'a fait pour ultimement arriver avec une entente. Là. On s'est entêté pour finalement dire, bon, bien, on va abroger cette résolution-là qu'on a voulu garder la dernière fois. Puis là, on arrive avec un consensus. Mais au final, quoi, tout le monde a mis un peu d'eau dans son vin, tout. c'est-à-dire les deux, trois idées qui étaient plus Bien, divergentes. absolument. Moi, je pense que tout le monde a amené leurs propositions, différentes résolutions. On a fait un amalgame de tout ça. On a fini par s'entendre. Mais c'est quelque chose qu'on aurait pu faire à la première séance où est-ce qu'on se rappellera le 5 février. Il y avait une résolution sur les consultations qui avait été déposée, puis à la demande d'une plus grande consultation, avait été retirée. Et par la suite, il y a eu la résolution surprise. Mais c'est quelque chose qu'on aurait pu faire dès le premier dépôt officiel. Puis il a fallu étendre ça. J'espère que le futur de nos travaux ne sera pas garant du passé parce que, sincèrement, il n'y a personne qui a gagné là-dedans. Puis, on a des belles forces autour du conseil, puis ce serait le fun qu'on les mette ensemble pour faire avancer notre ville et non nos intérêts politiques ou personnels dans certains cas. Marilyn Charbonneau, merci beaucoup. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Opération Grand nettoyage un peu partout à Saint-Jean-sur-Richelieu, entre autres dans le Vieux-Saint-Jean. C'est à l'occasion de la Journée de la Terre. C'est dimanche le 29 avril. Donc, si vous désirez vous inscrire, vous avez les informations à l'écran. Chaque semaine, on vous présente un résumé des extraits des travaux du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo, toujours avec 4 000 $ en prix. Pour avoir la liste des détaillants, vous faites www.tvhr9.com. Et pour me joindre, par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.